Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de la belle radio et télévision, la chaîne panafricaine internationale, bonsoir et bienvenue sur cette tribune du mardi où il va être question de l'après-génocide des Tutsis du Rwanda. Rwanda, 25 ans après le génocide des Tutsis, quelles questions se poser, quel avenir pour ce pays? Et pour en parler sur ce plateau, André Adjo, politologue, enseignant, chercheur à l'université Omar Bongo du Gabon. Bonsoir. Bonsoir. Bon, plus précisément, chercheur au Sénarest, Centre national de la recherche scientifique et technologique. Merci de la précision. Et nous aurons en ligne tout à l'heure de Kigali, Georges Kamanayo, qui est réalisateur, qui avait produit et fait la narration documentaire poignant Kazungu le Métis, un documentaire autobiographique qui a raconté sa propre histoire. Georges Kamanayo, qui est un témoin de ce génocide du Rwanda, peut-être en amont, puisqu'en 1959, il avait vécu également ce génocide. Nous allons donc le joindre dans quelques instants à Kigali. Mais André Adjo, avant d'en venir à débattre sur ce sujet ô combien important, allons explorer les causes de ce génocide des Tutsis. Le génocide ou le pogrom de la minorité Tutsi du Rwanda a été précédé, faut-il le rappeler, par des tueries de masse et un conditionnement des esprits, comme ce fut le cas pour les autres massacres qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Un médium, la radio Mille Collines, a relayé sur ses ondes les messages de haine. Les Tutsis étaient désignés sous le nom d'Iyenzi, qui signifie cafard en Kinyarwanda. Le projet génocidaire des Tutsis du Rwanda a été accéléré par l'exécution des premières personnes enclenchée le 7 avril 1994 au matin. Les extrémistes Hutus, aidés par l'immobilisme coupable de la communauté internationale, vont passer à l'acte. Les 2500 casques bleus présents, terrorisés, vont se recroqueviller. Le coup de grâce à ces milliers de civils innocents sera porté certainement par ce vote jugé honteux le 21 avril 1994 par le Conseil de sécurité de l'ONU du retrait de la quasi-totalité de son contingent au Rwanda. Alors, les Nations Unies, bien la communauté internationale, une grosse responsabilité dans ce génocide des Tutsis. Bien sûr, et si on en juge par l'embarras, non seulement d'un certain nombre de pays qui comptent dans le monde, et la France, pour ne pas citer ce pays, et d'autres bien sûr, mais aussi de la superstructure de l'ONU. Il y a une forme d'embarras des différents secrétaires généraux qui, après Boutros Ghali, se sont succédés, ont porté ce poids-là comme si eux-mêmes avaient été secrétaire général au moment où le génocide s'est produit. Et bien évidemment que la responsabilité est directe. Maintenant, il y a aussi le management du gouvernement rwandais de cette état, avec une pointe de culpabilisation aussi à chaque fois qui relève d'une stratégie tout à fait notable, qui fait que ça pèse dans la conscience des dirigeants du monde. Bill Clinton lui-même ne rate pas une occasion pour faire une forme de mea culpa à ce sujet. Mais comment expliquer qu'on en arrive à cette indifférence? Parce que la communauté internationale, qui avait des hommes et des relais en ce qui concerne les services de renseignement, était bien au courant que quelque chose se tramait. Bien sûr, mais ça dépend des enjeux. L'enjeu pour la communauté internationale, c'est la somme d'un certain nombre. Et tous les États n'ont pas exactement le même intérêt pour une question donnée dans une partie. Les uns plus impliqués que les autres. Je pense à la Belgique, je pense à la France, dans une certaine mesure au Canada, etc.
D'autres, un peu comme l'Allemagne et les autres pays, étaient un peu plus en retrait. Je crois que le début des années 90, c'est le début de beaucoup de changements et de bouleversements. Et chaque État qui compte a des positions ici et là dans le monde. Et pour cette question-là, il n'avait peut-être pas exactement la même lecture des événements, d'où parfois cette forme d'indifférence qui peut être notée. Indifférence douteuse et malsaine, j'en conviens. Et lors du lancement des activités marquant les 25 ans du génocide, Paul Kagame a reçu de nombreuses personnalités qui se sont exprimées. Il y a eu le discours fort du président de la Commission de l'Union africaine, et il y a eu les excuses du représentant de l'Union européenne, de l'Amérique, également par la voix de son Premier ministre. Et on a surtout retenu ces propos de Paul Kagame, étreint par l'émotion, qui disait qu'ici, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'espoir. Il n'y avait pas d'espoir, mais 25 ans plus tard, on est surpris par le résultat. Comment le Rwanda a-t-il pu manager pour se retrouver à ce niveau? Oui, ça c'est une grande question, parce que il faut explorer davantage quelle est la recette. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a cette forme de prise de conscience collective et une adhésion de la masse au projet porté par le gouvernement? Et qu'est-ce qui fait aussi qu'un gouvernement ne bloque pas, en aucun moment et en aucun endroit, les aspirations d'un peuple qui arrive motivé et qui veut avancer? Sortir de ce gros problème psychologique, matériel. Le génocide, il faut le vivre. Nous sommes très loin de ça, donc on observe. Mais il faut le vivre. Je notais encore dans un reportage que 35% des victimes souffrent de traumatisme au Rwanda. Bien évidemment, quand on nous présente ce Rwanda moderne qui étonne tout le monde, on ne peut pas soupçonner qu'il y ait encore des conséquences aussi dramatiques, en silence quasiment. Donc cette société rwandaise vit ça avec dignité. Donc on en est encore au questionnement, mais il faut savoir qu'il y a eu des réformes. Paul Kagame qui arrive un peu... Des réformes dans quel secteur? Il y a eu un cadre qui a été posé économiquement avec cette forme d'agence rwandaise du développement. Il y a eu, du point de vue de la fiscalité, des touches. Il y a eu, d'un point de vue civique, d'un point de vue de la citoyenneté, des réformes. C'est pas rien dans l'histoire du Rwanda, quand on décide d'enlever la mention Tutsi ou Hutu sur la carte d'identité. Et sur le plan éducatif, comment ne pas citer il y a eu un investissement total du gouvernement rwandais, jusqu'à vouloir doter tous les petits Rwandais d'un ordinateur. Vous imaginez? Donc l'éducation a été aussi un élément, un véritable levier pour expliquer ce qui se passe aujourd'hui. Surtout parce que peut-être pendant ce génocide, la jeunesse a payé un prix, parce qu'il y a des chiffres édifiants. Bien sûr, bien sûr. 54% des personnes qui ont été massacrées avaient moins de 15 ans. C'est aussi dire la volonté de supprimer quasiment tout un peuple en s'attaquant aux enfants. Mais je crois que nous en sommes encore au questionnement, parce qu'il faut comprendre ce qui se passe, puisque à ce moment précis, au moment où nous discutons du Rwanda, nous en sommes encore à l'étonnement. Cet étonnement, bien évidemment, s'accompagne d'un questionnement, mais on n'a pas encore véritablement de réponse. Mais il faut savoir que c'est une société en mouvement. L'état d'esprit est positif. L'état d'esprit des populations positif. Donc, je ne vais pas oublier la culture, parce que c'est une société qui est connectée avec sa culture. Le génocide, là-bas, ils le désignent dans leur langue à eux. La République du Rwanda, ils désignent dans leur langue à eux. Là-bas, le journal se fait en Kinyarwanda. Ouais. Donc, le Swahili, le Kinyarwanda, l'anglais, le français
ce sont des langues d'appui. D'appui. Donc, je pense qu'il faut comprendre, il faut questionner et comprendre. Et pour l'instant, il n'y a pas encore de réponse. Et pour comprendre, est-ce que ça ramène peut-être au leadership de Paul Kagame, au choix qu'il a fait? Est-ce que finalement, ce n'est pas également là que se trouve la fragilité de ce système? Bien évidemment, le Rwanda n'a pas fini de régler un certain nombre de défis. On parlait tout à l'heure des victimes, par exemple, du génocide. On parle, avant de répondre précisément à votre question, de cette masse d'Hutus massée aux frontières. Ces génocidaires qui, avec armes et bagages et enfants et femmes, ont quitté le Rwanda sous la poussée du FPR, qui se sont réfugiés pour beaucoup au Congo. Et heureusement que l'alternance au Congo, je pense, va quand même faire évoluer cette question-là. Je pense le Rwandais ne veut pas trop le dire, mais on souffre aussi de la faim au Rwanda parce que le programme alimentaire mondial s'investit là-bas, un peu dans la discrétion, mais il y a quand même un problème de faim. Il y a un problème social de pauvreté. Elle est à 40% la pauvreté au Rwanda. Elle ne se vit pas de la même façon, bien évidemment, qu'en Centrafrique, etc., parce qu'il y a un programme de subvention et d'aide sociale qui est mis en place par le gouvernement rwandais, mais l'aide sociale ne remplace vraiment pas et totalement le travail que chacun peut faire et retirer de là une ressource. Donc il y a un certain nombre de défis. Mais pour parler du leadership, je pense que c'est assez clair. C'est gênant parce qu'il y a ce volet liberté civile et politique qui est totalement verrouillé, mais à côté, il se projette, il va de l'avant et les résultats suivent. C'est quelqu'un qui est parti en exil. Mais ce modèle-là, le style imprimé par Paul Kagame, vous pensez qu'il va faire école autour de lui, ou bien finalement il est la seule personnalité politique au sein de sa formation politique à l'imprimer? Là, vous faites référence directement à qui entoure le président rwandais. Qui sont ses conseillers? Quelle est cette élite rwandaise-là? Elle sort d'où? Elle croit en quoi? Quel est son rapport au progrès? Quelle est sa vision du monde? Donc, ça, c'est une élite formée dans les universités anglo-saxonnes? Essentiellement. Et pour beaucoup, c'est une élite qui a été au front, et notamment l'élite militaire. Pour beaucoup, ils ont été formés au FPR. C'est une élite qui a accompagné Yoweri Museveni dans la prise de pouvoir au milieu des années 80. Le mouvement qui commence au début des années 80, beaucoup de Rwandais dedans. Paul Kagame, bien évidemment, qui a occupé de hautes fonctions militaires en Ouganda avant de repartir dans le maquis, créer le FPR et arriver à Kigali. De force. Absolument. Donc, c'est un modèle finalement qui comporte pas mal de fragilité. Est-ce qu'il ne faudrait pas, peut-être pour pérenniser et maximiser les acquis que le Rwanda a engrangés pendant toutes ces années, peut-être appeler à un dialogue beaucoup plus inclusif? C'est très délicat parce que l'histoire du compliqué. Il serait très facile pour moi de dire oui, il faut un dialogue inclusif, oui, il faut ouvrir politiquement. Bien sûr qu'il le faut parce que c'est intenable. Des systèmes qui ne sont pas aérés politiquement, de mon point de vue, les temps que nous vivons, c'est des systèmes qui sont appelés à déréguler fortement. Mais le temps que vit le Rwanda, qui est ce moment de reconstruction, pose des questions, interroge. La question principale que je me pose au moment où nous échangeons, c'est faut-il forcément attendre l'alternance pour avancer socialement, économiquement, matériellement? Et donc j'ai l'impression qu'ils ont fait le choix de conquérir des espaces du point de vue social, économique, territorial, culturel, éducatif, et ils ont gelé pour l'instant la question politique.
qui va finir par se dégeler à un moment ou à un autre. C'est intenable. Aujourd'hui, c'est intenable. L'aspiration des peuples. Je peux comprendre qu'aujourd'hui, le Rwanda se pose peut-être d'autres types de questions. Parce que ce qu'ils ont vécu, ils ont eu, au début des années 90, des partis politiques dont le programme était l'élimination physique de la population. Et donc, à quoi sert le multipartisme si, du point de vue de l'offre alternative, il n'y a pas de... c'est pas qualitatif. Et donc, ils ont pris le choix de fermer les yeux sur toutes les questions liées aux libertés civiles et politiques. Mais avec quand même un bémol, vous savez que d'un point de vue technologique, les jeunes Rwandais sont dans l'innovation technologique, les technologies de l'information, etc. Donc, c'est quand même aussi un peuple ouvert. Et le Rwanda qui a trouvé le moyen de produire ses propres ressources financières en se passant en partie d'une certaine aide de la communauté internationale. Oui, mais ce n'est pas encore gagné, parce que la part dans le fonctionnement global du Rwanda reste quand même important. Des voies de... Et c'est quand même, de ce point de vue-là, un motif d'espoir quand vous voyez l'énergie que se donnent les dirigeants rwandais à trouver les moyens pour s'autonomiser. C'est réaliste ou bien c'est cette fierté justement qui guide certaines décisions pour bien sûr dire que le Rwanda est là et qu'il s'est relevé malgré l'abandon de la communauté internationale? Oui, moi je pense que c'est la voie à suivre. Dans le monde que nous vivons, chacun voit bien que les États prospères s'occupent de leurs propres problèmes. Donc l'Afrique devrait, à mon avis, trouver les moyens pour s'autonomiser coûte que coûte. Et le Rwanda essaye avec ses ressources. Ce n'est pas facile, mais le Rwanda essaye. Je voyais Paul Kagame menacer ses ministres il y a encore quelques mois parce que justement, socialement, il y a encore des Rwandais qui ont du mal à se nourrir. Donc cette obsession-là à faire en sorte que son peuple vive dignement sa condition, moi je crois que c'est louable. Et il y a aussi ce style qu'on lui reconnaît de démocratie directe, même si ça paraît bien agencé à l'avance, ce contact avec les populations où les questions lui sont posées publiquement, radiodiffusées. Justement, c'est un style qui rapproche. Oui, oui, au Venezuela avec Hugo Chavez. Son successeur a eu moins de succès, Maduro, si on en juge par les problèmes auxquels il... Mais oui, je pense qu'il bénéficie, pour parler de Paul Kagame, d'une forme de légitimité historique. Vous savez qu'il compte, c'est une figure importante qui écrase sa société. Il compte parce qu'il n'était pas seul, mais il incarne ceux qui ont relevé la nation. Et donc il n'a pas de point... Et il connaît le Rwanda. Il vit le Rwanda dans sa chair, dans son sang. Il connaît, il est rwandais. Et donc, il y a cette forme de légitimité qui fait que le contact avec son peuple est direct, etc. Et puis là-bas, il apparaît comme une figure protectrice, compte tenu des velléités aux frontières à gauche et à droite. Donc, il n'a pas de ce point de vue-là du mal à... Et Paul Kagame qui ne cache pas non plus son admiration pour un pays asiatique qui est son modèle, son modèle pour avancer. Moi, je crois qu'il faut rêver. Et c'est pour ça, bien évidemment, je n'ai pas de pardonner sa paresse aux évolutions en ce qui concerne les libertés politiques et civiles. Mais je crois quand même que Kagame fait rêver une bonne Afrique. Je crois que quand on ne donne pas à son peuple la liberté, il faut au moins donner à son peuple à manger. Lui, il a fait le choix de donner à manger, alors qu'il y a beaucoup de chefs d'État qui privent non seulement le peuple de la liberté, mais aussi du petit repas. Donc de ce point de vue-là, je crois qu'il fait rêver et il s'inspire des bons modèles. Quand on sait que beaucoup restent accrochés au modèle français, et ça dure, on s'accroche avec ce modèle qui visiblement ne produit pas des effets. Lui, je recherche ailleurs
des modèles qui peuvent bien évidemment aider le Rwanda, mais il ne faut pas utiliser la part de la culture rwandaise. Donc c'est ce qui est en train de se passer là-bas. Ce qu'ils regardent d'ailleurs, notamment à Singapour, n'est que complémentaire, à mon avis, à la dynamique interne qui est Je rappelle à nos téléspectateurs qui nous courent que sur la Belle Radio et Télévision, qui sont sur la Belle Radio et Télévision, la chaîne panafricaine internationale, et que le programme, c'est la Tribune du Mardi, une Tribune du Mardi consacrée après génocide des Tutsis du Rwanda, le Rwanda qui est 100 jours de la commémoration de cette tragédie. Et nous allons justement prendre la direction du Rwanda où Georges Kamanayo repérage. Georges Kamanayo qui a produit, nous le disions, Kazungu le Métis, un documentaire autobiographique pour raconter son histoire et bien sûr il aura par la suite mené un combat pour la reconnaissance des abus du tort causé aux nombreux métis coloniaux au Burundi, au Rwanda et dans d'autres pays de la région. Georges Kamanayo, bonsoir. Bonsoir. Alors Georges Kamanayo, oui, le génocide de 1950 et celui de 1994 sont liés? Absolument. D'ailleurs, les effets ont commencé, ou les émeutes, si vous voulez, ont commencé sur le terrain de football de mon école, Abzimana. Il y avait un match de football, j'ai vu ça moi-même avec mes propres yeux. J'avais à cet âge-là, j'avais 12 ans, et j'ai vu qu'il y avait une bagarre. Et que par après, les gens se sont dispersés dans les collines environnantes. Et que le lendemain, j'ai vu que les bananiers étaient coupés et que cette maison était incendiée. Et alors, par après, j'ai demandé ce qui s'est passé. On m'a dit qu'on avait chassé les Tutsis du Rwanda. Et en effet, dans ma classe, il manquait plusieurs élèves. On m'a dit qu'on les avait tués. Voilà, et j'avais peur à ce moment-là. L'année après, nous avons été soi-disant évacués en tant que métis vers la Belgique. Mais en réalité, ce qui s'est passé, c'est que la Belgique a voulu cacher les métis en profitant de l'occasion des émeutes et les envoyer en Belgique pour les noyer dans la population et régler le problème des métis. Mais ce qui concerne les Tutsis, ils ont été pourchassés et ils sont réfugiés en Ouganda, dans les pays voisins, au Burundi, en Tanzanie et au Congo. Et à plusieurs reprises, ils ont essayé d'abord d'attaquer avec des petits groupes et revenir, ils n'ont pas réussi. Et ils ont quand même demandé par après une autorisation officielle de rentrer de nouveau dans leur pays, ce qui a été chaque fois refusé par le gouvernement de l'époque, qui était dirigé par M. Habyarimana. Et l'FPR s'est formé à cette époque-là, en Ouganda. Et à un certain moment, en 1991, ils ont attaqué le Rwanda à partir de l'Ouganda. Et puis, il y a eu les accords d'Arusha, les accords de paix d'Arusha, après que l'FPR avait pris une partie du Rwanda. Et ces accords d'Arusha, en réalité, non. Les accords n'avaient pas été respectés? Non, le gouvernement du Rwanda de l'époque ne respectait pas ces accords-là, parce qu'en même temps, ils continuaient à assassiner les Tutsis qui étaient encore à l'intérieur. Il y a eu donc l'attentat sur l'avion, Oui. En avril 1994, et cet attentat-là a été comme déclencheur d'un génocide en réalité qui était
déjà très longtemps préparé, même à partir de 90, je dirais, à partir de 59, je dirais. Et entre cette période-là et le vrai, donc le grand génocide, il y a eu plusieurs tueries de Tutsis au Rwanda, bien sûr. Alors, 25 ans après, Georges, quel sentiment avez-vous? Et le sentiment que j'ai là-dedans, c'est-à-dire que, bien sûr, le passé, il est là. On ne peut plus changer grand-chose. Mais on peut quand même apprendre beaucoup de choses de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le Rwanda, qui est en réalité un peuple, a été artificiellement divisé en 3 parties, comme la Belgique était aussi divisée en 3 parties. Donc, ils ont fait en réalité copy-paste de ce qui existait en Belgique. C'est-à-dire en Belgique, tu as les flamands et ceux qui parlent allemand. Donc pour administrer le Rwanda au début pendant la colonisation, et pour eux c'était facile de dire au Rwanda il y a aussi des Hutus, des Tutsis et puis il y a aussi les Trois. Hein? Mais en réalité ça ne correspond pas avec la colle qui colle la population ensemble. Quelle est la colle? La colle, c'est le même, ceux qui parlent la même langue, qui ont la même religion, et que les familles se sont croisées. Hein? Il n'est pas à 100%, mais quand même une grande partie des Tutsis ou des Hutus était déjà mixée. Donc cette séparation était complètement artificielle. Maintenant, aujourd'hui, le gouvernement rwandais essaie de restaurer la société rwandaise comme elle était avant, si tu veux, avoir un peuple, hein, un peuple qui ne tient pas ensemble parce que l'un est éleveur ou l'autre est cultivateur. Non, ce n'est pas ça, la vraie. Ce qui tient le Rwanda ensemble, c'est le fait qu'ils ont la même culture tous, tout. Est-ce que vous redoutez le chaos après Paul Kagame? Un génocide tel comme il y a eu au Rwanda, à mon avis, c'est très fraîche dans les esprits. Je ne pense pas que ça peut arriver tout de suite. Hein. Mais on le sait, on ne sait jamais. Mais de toute façon, pour qu'il y ait un génocide comme il y a eu en 1994, il y a plusieurs éléments qui doivent être ensemble. C'est-à-dire, il faut cette division entre les gens qu'on essaie d'enlever, qui n'est plus là. Et il faut aussi que les gens soient pauvres, très pauvres et maniables. Hein? C'est pour cela que l'avancement économique bloque d'une façon ou d'une autre un deuxième ou un troisième génocide, si tu veux. Donc, il faut une avancée économique réelle pour la population, et ça, c'est déjà une garantie. C'est déjà une garantie. Mais il faut aussi une stabilité politique, et la stabilité politique, elle est là parce que ces 3 groupes, comme on disait de l'époque, de ces 3, on fait un groupe, tu vois. Et je pense que on peut rien exclure, bien sûr, mais de garder le temps entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale en Belgique, ce qui a en Europe, ce qui a déclenché la Deuxième Guerre mondiale. Il y a un côté politique et il y a un côté économique, et tous les deux doivent se matcher. Alors, Georges Kamanayo, vous avez aussi, vous qui êtes métis rwando-belge, mené un combat pour la reconnaissance des torts causés aux métis coloniaux au Burundi et au Rwanda notamment. Et récemment, le Premier ministre belge a présenté des excuses pour les abus causés aux métis coloniaux. C'est une satisfaction pour vous? Ça, c'est de la part de la Belgique. Mais ce n'est pas seulement la Belgique qui a colonisé, il y a les Français qui ont colonisé, il y a les Portugais, il y a toute l'Europe qui a colonisé. Donc, où sont ces métis-là? Hein? Où sont les excuses pour ces métis-là? Donc, il y a encore un combat à mener. Je vais vous dire, c'est
c'est quelque chose, donc c'est un combat que moi j'ai commencé personnellement il y a 45 ans, en 1974. Et le tout premier reportage que j'ai fait pour la télévision belge était sur les métis. Et par après, j'ai fait d'autres films documentaires là-dessus. J'ai fait un film qui s'appelle Kazungu le Métis, sur mon propre histoire. Et j'ai fait un autre qui s'appelle La vie du grand monsieur, sur une autre métisse de la période coloniale belge. Et d'ailleurs, c'est pendant cette période-là que j'ai travaillé avec M. Silla, qui travaillait à l'époque à TV5 Afrique, qui était directeur de TV5 Afrique. Et ensemble, nous avons fait une émission qui s'appelait Il y a pas match. C'est une émission qui est typiquement pour la francophonie. C'est la façon comment plusieurs pays en Afrique ou en Asie utilisent le français. C'était une émission, une magazine léger, assez léger, avec des grandes vedettes comme Youssou N'Dour, comme même Prince, on a eu une fois dans l'émission, et beaucoup d'autres. Alors, vous êtes à Kigali? Et pas à Kigali. J'habite à 70 km de Kigali, à Mwanga. À Mwanga? Oui. À Mwanga, à 70 km de Kigali? Oui, plutôt au centre du pays. Au centre du pays, très bien. Oui. Écoutez, merci beaucoup. Pas de quoi. Georges Kamanayo Gingou, qui est réalisateur, producteur, qui a proposé donc le documentaire dont nous avons parlé, Kazungu le Métis, un documentaire poignant, nous le disions, à suivre pour comprendre justement le parcours de ce métis rwando-belge et certainement d'autres métis qui ont eu la même situation que lui. Mais pour revenir à l'objet de cette tribune du mardi, on voit beaucoup d'enseignements à tirer. Il y a d'abord l'implication, évidemment, la responsabilité de la Belgique, la responsabilité historique. Bien sûr, c'est allé très vite. Vous savez que ce sont les Allemands qui ont commencé au XVIIe siècle à pénétrer cette partie de l'Afrique. Et après, au sortir du traité de Paris, les Belges ont pris le relais. C'est en 20 ans que ça s'est passé. C'est-à-dire, c'est les années 30 où ils commencent la politique de racialisation, promouvoir, d'écrire, et la littérature de l'époque en témoigne, d'écrire les uns comme des gens revenant d'Égypte, des Hamites, etc., les Hutus comme des Bantous aux formes approximatives, etc., etc., mais les promotions sociales, etc., etc. Et c'est lorsqu'il y a un basculement à la fin des années 50, lorsque l'élite Tutsi veut s'émanciper et obtenir l'indépendance, que les Belges tournent leur veste, se rallient Hutus, et voici comment le pays dysfonctionne, dérégule les premiers massacres. En fait, 1994, c'est l'apothéose. 59, il y a des massacres. 61, 60, il y a des massacres. C'est autour de 60 que sa famille quitte le Rwanda pour se réfugier au sud de l'Ouganda. Ouais. Autour de 70, il y a des massacres. Lorsque Habyarimana arrive, le coup d'État de 1976, la situation économique s'empire, il y a des petits massacres. Les années 10, lorsque le FPR arrive, se forme et l'organisation commence à agir et à vouloir avancer vers... Il y a une série de massacres. Je pense que l'histoire d'Habyarimana et son avion qui constituerait le début du génocide, bon, ça c'est une lecture de l'histoire que je respecte, mais ce n'est pas la mienne, parce qu'il y a eu une série de massacres avant ça. Ça a été peut-être un accélérateur. L'élément déclencheur? Pas déclencheur, accélérateur de l'histoire.
Parce que ceux qui étaient massacrés avant, ce n'étaient pas 2 personnes, c'était des milliers de personnes. Et je vous rappelle que en 1990, il y a déjà 600 000 Rwandais hors du pays, massés aux frontières. Ouais, donc 600 000 personnes ne se déplacent pas en un jour. C'est quand même... Elles se déplacent forcément oui, il y a une série d'événements à cause des tensions. Et vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a des craintes. Justement, il y a beaucoup de ressentiment. Dans cette affaire, il y a aussi les Hutus modérés qui ont été massacrés. Bien sûr, jamais l'oublier. Il y a eu non seulement les Tutsis qui ont été les premières victimes, les premières cibles, parce qu'on les appelait les complices de l'intérieur. Le mouvement patriotique, le Front populaire, était constitué de Tutsis, ça va de soi. Et donc les Tutsis de l'intérieur, on les prenait comme des complices de ce mouvement rebelle qui voulait réinstaurer la monarchie et faire subir au groupe majoritaire qu'ils avaient soi-disant vécu de la coloniale, oubliant que c'est le colon qui avait tout organisé. Et donc il y a eu ça, mais il y a aussi une bonne partie des Hutus qui ne voulaient pas de ça et qui étaient considérés là comme des traîtres et qui avaient été aussi massacrés, bien évidemment, même au sein de l'armée. C'était plus la garde présidentielle qui était en avant. Mais l'armée traditionnelle n'était pas un bloc homogène qui allait tuer. Il y avait quand même des petites résistances. Mais la dynamique d'ensemble, bien évidemment, a fait que ces petites résistances internes soient... Alors, on a parlé de la Belgique et de sa responsabilité. Seulement, maintenant, le pays est indépendant depuis longtemps. Est-ce qu'il n'est pas d'envisager les choses autrement? Parce que ces Rwandais qui sont à l'extérieur, justement, doivent peut-être essayer de prendre langue avec Kigali. Vous avez également souligné le rôle que pourraient avoir les voisins du Rwanda. Oui, vous parlez de menaces. Moi, je crois que le Rwanda, j'ai quand même quelques craintes par rapport à, pas l'avenir immédiat, hein, mais quand on se projette un peu plus loin. Comment penser qu'il n'y ait pas aussi de rancœur 20 ans après, 25 ans après? C'est quand même normal qu'il y ait exilés par rapport au problème qu'il y a. Ça, c'est normal. Mais comme il faut avancer, la question c'est comment avancer. Mais comment aider le Rwanda aussi à régler ces problèmes? Mais en interne, il y a eu les tribunaux traditionnels, les gachacha, et qui ont permis de juger pas mal de personnes. Mais est-ce que les gachacha ont été jusqu'où il fallait? Est-ce qu'il ne faudrait peut-être réorganiser les choses? Parce qu'il y a aussi chez certains ce sentiment d'injustice. Oui. Je crois que, un peu comme en Afrique du Sud, chacun a dû faire des efforts pour s'efforcer à vivre avec celui... Absolument. Avec son bourreau? Oui. Moi, je pense qu'avoir puisé dans la culture rwandaise cette recette magique pour régler le problème de près de 120 000 personnes que la justice positive, dite moderne, a pu régler, je pense que c'est dans ces recettes que le Rwanda nous étonne. Mais finalement... Ça n'a peut-être pas tout réglé, mais je crois qu'il fallait quand même y penser. Mais ce sont des recettes qui existaient. Bien évidemment, mais... Qui avaient été à un moment d'usage. Oui, mais la culture africaine, je pense qu'elle est peut-être pas complète. Mais elles avaient été gommées par la colonisation. Oui, bien sûr, un peu comme partout. Mais je pense qu'ils ont fait l'effort à travers cette formule-là, au très fond d'eux-mêmes, de leur culture, de régler ce qu'il y avait à régler avec les moyens qu'ils avaient. Vous savez que le TPIR, le Tribunal international sur le Rwanda, n'a réglé le problème, 75 personnes qui ont été jugées. Mais la caractéristique du génocide rwandais, c'est les civils y ont participé massivement avec les machettes. 75 personnes. Pour le reste, ces dizaines de milliers de criminels. On allait faire puisque la justice... Mais justement, les limites du tribunal pénal international pour le Rwanda
était peut-être les ressources financières, parce que ça demande dans son organisation. Oui, mais je crois que c'est parce que c'était le Rwanda. C'est parce que c'était un pays. Si ça avait été un problème qui touchait un pays occidental, la question des finances n'allait pas se poser. Il faut très vite refermer le chapitre rwandais. Et ça revient à chaque fois comme un fantôme qui vous hante. Et je crois que le gouvernement rwandais tient aussi la bonne corde pour rappeler aux leurs responsabilités. Et il y a le président français Emmanuel Macron qui a été invité à la cérémonie officielle de ses 25 ans, mais qui n'a pas été présent, qui s'est fait représenter, et qui a aussi annoncé la mise en place d'une commission de chercheurs, d'une commission qui va regrouper des historiens pour établir les responsabilités. Oui, moi je crois que le Rwanda ne doit pas attendre la France. La France devrait peut-être faire son propre bilan. Je crois qu'elle ne gagnera pas si elle s'inscrit toujours dans cette forme de registre de l'hypocrisie, si je peux me permettre, parce que tout le monde, ceux qui s'intéressent un peu à la question, savent que la France a eu des responsabilités. La France a soutenu à bout de bras le régime d'Abiyarimana. Certains racontent même, j'ai suivi, je pense à un reportage que j'ai suivi à France 3 à l'époque, que c'est les subventions données par le gouvernement, en tout cas une de ces subventions-là, données par le gouvernement français au gouvernement d'Abiyarimana, qui a servi à acheter des machettes. La prestation de serment du gouvernement intérimaire, composé d'extrémistes Hutus au moment même du génocide, s'est fait quasiment à l'ambassade de France. Beaucoup de réfugiés haut placés socialement, professionnellement à l'époque sont passés par l'ambassade de France. On les a donné des visas pour aller se réfugier en France. Je crois qu'il y a cette affaire du juge Bruguère et d'autres qui ont succédé au juge Bruguère en disant que c'est le FPR qui est responsable du génocide parce que tout ça n'est pas clair, les plaintes sont... Donc moi je pense qu'il y a un embarras, mais c'est un embarras qui n'honore pas la France. Elle ferait mieux, un peu comme l'a fait la Belgique, de dire « je m'excuse ». Voilà, c'est simple, ça honore le pays qui fait cet acte et puis ça rétablit la normalité. Ce qui est là, c'est anormal. Et je pointe aussi le manque de solidarité des États africains vis-à-vis du Rwanda. C'est hallucinant. Mais justement, les États africains, à ce moment-là, auraient pu faire quelque chose, vous pensez? Non, je crois au moment du génocide? Oui, oui, nettement. Vous savez, autour de 92... 91, je ne sais plus trop, ma mémoire me joue des tours. Vous savez qu'aux côtés de la Belgique, le leader de Mobutu a intervenu pour repousser le FPR et apporter son assistance au gouvernement d'Abiyarimana. Il y a eu, mais cette zone, d'un point de vue géographique, il y a des intrigues, c'est très compliqué. Voilà. Il y a eu aussi, je pense, un moment en Afrique où on n'a pas eu de leader clairvoyant, une vision à peu près intéressante de l'avenir. Tout le monde était plongé dans une forme de confusion. Le leader éclairé? Oui, bon, je ne veux pas reprendre ça, mais en tout cas, des personnes qui savent ce qu'elles veulent, qui savent où amener leur peuple, en tout cas proposer à leur peuple une forme de contrat. C'était des leaders qui s'enfermaient dans leur palais, une forme de monologue. Ils n'ont peut-être pas vu venir cette affaire-là, mais je pense que le génocide du Rwanda n'a pas honoré l'Afrique. On n'a pas assez assisté. Le génocide du Rwanda n'a pas honoré l'Afrique. Récemment, il y a eu l'alternance en République démocratique du Congo avec Félix Tshisekedi, qui est désormais le président, que Paul Kagame, qui était président en exercice de l'Union africaine, a à ce moment-là émis des réserves claires par rapport à la question. Or, il y a la question des réfugiés à résoudre. Comment arriver à régler le problème? Parce que finalement, la mission qui devait conduire Paul Kagame, la mission de l'Union africaine, ne s'était plus rendue en RDC. Ouais. Absolument. Je crois que c'est à la faveur de ce changement, des opportunités doivent être saisies.
parce que vous n'avez peut-être pas rappelé que Tshisekedi s'est aussi rendu à Kigali et que Après, oui. les échanges, semble-t-il, ce que ça a rapporté était tout à fait intéressant. Je crois que Tshisekedi porte un espoir dans ce sens, mais je ne connais pas Kagame, le président Kagame personnellement, mais je crois que c'est quelqu'un de prudent, qui attend de son interlocuteur des gestes pour vraiment... Des gestes forts. Voilà, pour l'instant, c'est pas encore clair. Il faut bien que le président de la RDC... Parce le problème de l'Est du... Il y a des accusations mutuelles, justement. Les Rwandais sont accusés d'attiser, d'alimenter, de financer, de soutenir les milices à l'est de la RDC, et vice-versa. Oui, il y a des alliances objectives que vous êtes obligé de nouer. Pas se permettre d'avoir un voisin comme Kagame et puis ne pas s'entendre avec lui. C'est imprudent pour la RDC, compte tenu des éléments de fragilité de ce pays-là aussi. Et si le président Tshisekedi arrive, il n'a pas vraiment les leviers, il n'a pas de majorité au Parlement, etc. Donc il faut qu'il compose aussi avec ses pairs de la sous-région. Il faut qu'il sache qu'un président comme celui du Rwanda, ne pas être son allié, c'est imprudent. Donc j'espère qu'il aura le bon réflexe de bien regarder ce qui se passe dans l'est de son pays et tenter de neutraliser un à un ces mouvements rebelles qui ne regardent que vers Kigali. Voilà. Et puis, au-delà de ça, il faut peut-être que, pas aujourd'hui, dans 10 ans, dans 15 ans, vous savez, avant d'arriver sur ce plateau, je me disais, mais qu'est-ce que les Intiramoués, qu'est-ce que tous ces génocidaires-là qui se sont réfugiés à RDC raconter à leurs enfants? Est-ce que ce récit-là ne sera pas ancré dans les cœurs de ces enfants et puis demain après-demain, ces enfants-là s'organiseront pour tenter de déstabiliser? C'est un problème qui risque de finir si on ne le règle pas. Et on se retrouve avec un nombre incalculable de personnes apatrides. Bien sûr, mais il faut que l'Afrique, que je trouve assez irréprochable sur ce dossier-là, prenne ses responsabilités. Si on n'a pas pu éviter les massacres, on peut au moins aider le Rwanda à l'accompagner à sa reconstruction, qu'elle a su faire déjà un peu seule, de façon fort intéressante à ce niveau-là. Peut-être qu'elle aurait besoin de l'Afrique. Je sais que cette Afrique-là a beaucoup de défis à relever. Je sais, mais ça c'est un défi qui montrerait qu'on tient le bon bout. C'est bien que l'Union africaine vienne des excuses et faire des discours forts au moment de commémoration, mais c'est aussi bon qu'il y ait des programmes qui aident le Rwanda à se reconstruire. Parce que là, vous avez justement évoqué la situation de ces enfants Interahamwe, etc., qui sont à l'extérieur, des enfants dont les parents sont génocidaires, à qui probablement la même haine pourrait être transmise. Oui, oui, oui. Et ça va constituer, pour l'avenir du pays, une menace. Je pense qu'il y a des menaces. Le Rwanda n'est pas sorti d'affaire totalement, on l'a dit, parce qu'il y a des menaces. Il y a ces contingents d'hommes, des dizaines de milliers aux frontières. Il y a, d'un point de vue social, des problèmes en interne. Donc la bataille de la redistribution des richesses, le Rwanda doit poursuivre ça. Je pense que c'est aussi par ce biais-là qu'on éloignera les vieux démons. Faire en sorte que les gens vivent bien, qu'il n'y ait pas socialement de gros problèmes, de grosses pesanteurs. Quand les gens vivent bien, eh ben, les idées sont un peu plus positives. Mais quand les gens vivent une pauvreté extrême, je crois que parfois la pauvreté est la mère de beaucoup de nos maux. Et les rapports entre le Rwanda et l'Ouganda s'étaient tendus ces dernières semaines. Il y avait également des accusations de tentatives de déstabilisation. Est-ce que là aussi, ça ne pourrait pas fragiliser
la sécurité du Rwanda ou bien des deux pays simplement? Vous savez que ces deux présidents qui se connaissent bien, ils étaient dans le maquis ensemble, parce que je le répète, Paul Kagame et un autre dont j'oublie le nom, qui est mort en 1990 et qui considère le Rwanda comme un véritable héros, faisaient partie des 17 personnes créateurs du mouvement, fondateurs du mouvement qui a porté Museveni. Donc ils se connaissent bien. Et Paul Kagame a servi l'armée ougandaise avant, bien évidemment. Donc c'est des gens qui se connaissent. Je ne sais pas ce qu'il y a eu ces derniers temps. Je trouvais que Paul Kagame était un peu fâché contre son ami et grand frère. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais il y a déjà suffisamment de problèmes comme ça. Ce serait dommage. Mais c'est quand même, c'est un pays donc, qui a traversé une tragédie innommable, qui se retrouve également dans une région qui est malheureusement ouvrière. Oui. Et je crois que de ce point de vue-là, Kagame était la bonne personne au bon moment pour faire en sorte que les années qui suivent le génocide soient des années un peu plus maîtrisées. J'imagine que si ça avait été un autre leader sans vision aucune, je pense que le Rwanda ne serait pas sorti d'affaire. C'est magique ce qu'ils sont en train de réaliser. Vous allez à Kigali, il n'y a pas un mégot de cigarette à terre, il n'y a pas un papier. Capitale africaine la plus propre. Une compagnie aérienne qui transporte de plus en plus de personnes et qui sont dans ce domaine. Des sportifs rwandais dans le cyclisme, etc. C'est assez magique. Je crois qu'il fallait quand même un Kagame, mais je veux quand même émettre ce bémol-là de son caractère autoritaire, mais qui peut s'expliquer de son passé. Un caractère autoritaire qui permet au pays d'avancer, humain de fer peut-être dans un gant de velours. Absolument. Alors, sa vision, il y a une adhésion peut-être pas totale, mais massive de son peuple à sa vision. Et c'est pour ça que le pays avance. Alors, André Adjo, merci. Je rappelle que cette tribune du mardi a été consacrée à l'après-génocide au Rwanda qui poursuit sa commémoration qui va s'achever au bout de 100 jours pour se souvenir de manière à ce que cela ne se reproduise plus jamais. Il y a eu aussi Georges Kamanayo qui est rwando-belge et réalisateur du documentaire Kazungu, le métis, qui nous a rejoint tout à l'heure et qui a donné son point de vue par rapport à la situation actuelle. Merci d'avoir été des nôtres et surtout de rester fidèle à Radio et Télévision, la chaîne panafricaine internationale.